life, I have learnt that it is important to step forward. My business would not exist today if I had not. I had nothing but the clothes on my back and one pair of shoes. People said, "You will trip and fall." And I replied, "I would rather step forward and fail than live with a failure or standing still." In the journey of life, you will be defined by the amount of times you step forward along the way. Place à présent à notre invité, le docteur Zakari Tchoundje, ce scientifique de renom qui honore le Cameroun. Premier Camerounais à recevoir le prix National Geographic Society en 2012, la plus prestigieuse récompense de cette institution dans le domaine des forêts. Directeur régional Afrique centrale et Afrique de l'Ouest de l'ICRAF, le docteur Zak Tchoundje est celui qui a empêché la fermeture des bureaux de l'ICRAF Cameroun il y a 15 ans. Passionné de recherche et convaincu de la nécessité en formation des jeunes Camerounais, il est depuis quelques semaines le promoteur d'un institut universitaire agréé en sciences environnementales. Il nous raconte son parcours et nous instruit en matière de protection de notre environnement. Jeune, je rêvais d'être médecin. Et pour les enfants qui étaient au lycée Leclerc, entrer au CUS était la seule opportunité que nous avions à l'époque. En m'inscrivant en faculté des sciences, où je faisais biologie et chimie, j'étais loin de m'imaginer que je ferais carrière dans la foresterie un jour. Je crois que c'est le coup de hasard qui m'a projeté et j'ai commencé à aimer le métier qui devait être mien. Actuellement, je fais dans la recherche en agroforesterie depuis 32 ans. Je suis passé par le lycée Leclerc, après l'université de Yaoundé. Je suis allé dans une école organisée et alimentée par la FAO au Gabon, qu'on appelle l'ENEF, École nationale des eaux et forêts. À la sortie de cette école, j'ai travaillé dans les services forestiers du Cameroun. Au bout de 6 ans, j'ai réalisé que j'avais quand même encore beaucoup de potentialité et qu'il fallait terminer ces études qui étaient un peu presque arrêtées à mi-chemin. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse de l'Union européenne pour me rendre en Grande-Bretagne où en 5 ans, j'ai préparé un master et un PhD en foresterie. En 32 ans, je communique avec les essences, je parle avec la nature. C'est le seul endroit où on a la paix dans l'esprit. À la sortie de l'école en 80, je suis nommé comme responsable départemental des eaux et forêts dans la Mémé, à Kumba. J'avais 25 ans à l'époque, je venais de sortir de l'école. Je croyais que je pouvais changer le monde. Donc, en un temps de mouvement, j'ai eu tous les forestiers sur le dos. En moins de 2 mois, j'avais confisqué une centaine de tronçonneuses. Il faut rappeler à l'époque que la tronçonneuse leur rapportait 50 000 francs par jour. Donc, c'était un manque à gagner terrible. Je me disais qu'il fallait respecter la loi, il faisait dans l'illégalité, jusqu'au jour où le ministre
me fait appeler à Yaoundé et j'arrive dans son bureau tout couvert de poussière. Il sort un grand dossier comme ça. Il dit, Monsieur Tchoundji, voilà toutes les lettres qu'on a écrites contre vous. Dieu merci, toutes les recoupes que nous avons faites montrent que vous n'êtes pas impliqué dans l'exploitation forestière. Et il me dit, il faut continuer comme ça. Je crois que c'était le tournant de ma carrière. Immédiatement, au mois de février 82, il m'affecte à Maroua comme responsable de reboisement. Et il me fait revenir à Yaoundé pour me dire, écoute mon fils, ton affectation n'est pas disciplinaire. Je voudrais te protéger. Je vais à Maroua, après je m'occupe du reboisement. C'était plus intéressant, plus passionnant, parce que je allais de la pépinière au champ. Et c'est le seul endroit dans ma carrière où je me suis senti très utile, à l'extrême nord, où on peut parler de foresterie à une population qui vous écoute religieusement parce qu'ils ont besoin de l'arbre. Après près de 2 ans à Maroua, je suis nommé à Foumban pour m'occuper toujours de reboisement. C'est à Foumban que j'ai eu l'opportunité de postuler à une bourse pour la Grande-Bretagne. J'étais déjà à ma 6e année de terrain. Donc, en allant faire ma thèse, j'avais déjà une bonne expertise, je connaissais déjà le terrain, je connaissais déjà des difficultés, je pouvais arriver en classe, me remettre aux études et comprendre un peu ce que je veux. Je termine ma thèse, l'université est assez contente des résultats et il me donne un contrat de 3 ans, postdoc. Moi je suis tout content, je rentre dans le petit appartement que j'habitais avec mon épouse, je lui explique, voilà, bonne nouvelle, on a décroché un contrat de 3 ans. Elle me dit, ton contrat te regarde. Tu as fini ta thèse, on rentre au Cameroun. Si tu veux rester ici, tu restes seul. J'avais 2 enfants à l'époque. Je dis, bon, ok, c'est un coup, ça va passer. Plus le temps passait, elle était catégorique. Et puis un beau jour, elle m'a dit, si vendredi nous ne rentrons pas au Cameroun, tu vas nous retrouver au Cameroun. J'ai déjà et le billet d'avion pour moi et les enfants. Donc je suis rentré voir mon professeur Leke, qui a beaucoup marqué ma vie professionnelle, qui a fait un peu de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est le modèle, ça c'est mon modèle. Je vais voir le professeur Leke, je lui dis, mon épouse dit qu'elle veut absolument rentrer au Cameroun. Il me dit, moi je ne te comprends pas. Quand les Africains viennent ici, ils luttent pour rester. Toi, tu as la possibilité de rester et tu luttes pour rentrer. Je dis, ben écoute, mon épouse veut rentrer, elle a 2 enfants. Si elle rentre, je ne peux pas survivre ici. Il me dit, bon, est-ce que tu peux me laisser un peu le temps? Je vais te répondre dans 1 semaine. Il rentre voir la coopération anglaise, il lui raconte mon histoire. Ce monsieur veut rentrer dans son pays. Après, les Anglais, ils sautent sur l'occasion. Ils disent, bon, ben voilà au moins quelqu'un qui veut rentrer. Ben tant mieux. Ils disent maintenant, ils vont transformer les 9000 pounds qui devaient me servir pendant 3 ans, ils vont développer un projet au Cameroun où je dois rentrer et continuer à faire ce postdoc au Cameroun. Donc je rentre au Cameroun, alors, avec cet argent. Moi, je n'avais pas de l'argent, mais j'avais tout ce qu'il me fallait pour travailler. J'ouvre un très grand parc de 7 hectares à Balmayo, où toute l'amélioration génétique, la domestication est appliquée à grande échelle. Nous pouvions produire 20 000 plants chaque année, des plants très améliorés. Ça fonctionnait très 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 bien. Jusqu'au moment où Patatras, en 1993, ils ne peuvent plus financer. Le gouvernement camerounais ne prend pas leur relais. Encore une fois, on coupe le salaire.
Mon salaire passe de 300 000 à 100 000. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Un matin, ma fille aînée crie très 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 fort à 5h30. Je demande à mon épouse pourquoi l'enfant pleure. Il dit, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas l'argent pour acheter du lait. Alors je saute de mon lit, je dis, mon Dieu, avec 2 enfants, si je ne peux pas leur acheter du lait, qu'est-ce que je peux devenir? Je dis à mon épouse, je dois chercher le travail, il me faut partir. Alors nous étions à Balmayo, je descends à Yaoundé, je prends un Jeune Afrique, et quand j'ouvre la dernière page, je lis l'offre d'emploi au Niger qui décrit presque l'expertise que j'avais. J'entre dans un cyber, je fais très rapidement le dossier, on farce. C'est après 3 mois que l'ICRAF me dit, écoutez, vous avez été présélectionné, est-ce que vous pouvez passer un test à Niamey, au Niger? Je vais au Niger, on était une dizaine. À la fin, on me retire, on me donne le poste. Nous sommes là en 1995. Je rejoins l'ICRAF au Niger. Je m'occupe du programme de domestication pour le Niger, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso. Je couvre les 4 pays. Mais au bout de 2 ans, les conditions de vie sont tellement dures, 45 degrés à l'ombre. Alors mon siège, ils disent, écoute, bon, on va te déplacer pour le Malawi. Je dis à mon directeur général, je ne peux pas aller au Malawi parce que je n'ai pas d'école pour mes enfants. S'il n'y a pas, je rentre au Cameroun. Bon, il me dit, bon, écoute, laisse-moi réfléchir. Et 2 semaines après, il me rappelle, il dit, on voudrait développer un projet au Cameroun. Est-ce que tu veux bien rentrer? Je dis oui. Mais il me dit, tu rentres au Cameroun pour 2 ans. Depuis 1997, il a oublié de me faire repartir de mon pays. Je crois que ça fait 15 ans que je suis là. Je reviens au Cameroun, c'est encore corché. Le bureau de l'ICRAF au Cameroun fonctionne depuis 1987. C'est le tout premier bureau que l'ICRAF ouvre en dehors de Nairobi. Le collègue qui est ici est éthiopien, il a fait 12 ans. À l'époque, mobiliser de l'argent devenait de plus en plus difficile. Alors, il s'est permis de recommander à l'ICRAF de fermer ce bureau avant de partir. Donc, je trouve 3 employés, je prends la relève, je leur explique, avec la domestication, on peut mobiliser les ressources. Ils cherchent à comprendre le concept de la domestication. En très peu de temps, ils appréhendent le concept et on se met à la recherche de financement. Le premier financement nous arrive en février 1998. 1 500 000 $ offerts par le FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture. On respire et on lance les activités. 3 ans après, le FIDA renouvelle. 3 autres années après, il renouvelle. Ensuite, les Belges rentrent dans le bain, l'USAID rentre dans le bain. Nous ouvrons les bureaux, un bureau en RDC Congo, un bureau au Nigeria. Le Sahel est revigoré et ça retombe sous ma tutelle. Et le dernier bureau, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on a au moins 300 personnes dans presque une quinzaine de pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je voudrais le dire immédiatement, on a survécu à cause du travail. Alors, l'ICRAF, qui est le Centre international pour la recherche en agroforesterie, fait partie des 15 organisations dans le monde. Et ces 15 organisations ont pour devoir, pour tâche, d'améliorer l'agriculture dans le monde, dans son sens large. Mais l'ICRAF a pour particularité de développer l'agroforesterie. Et l'agroforesterie signifie tout simplement comment pouvons-nous amener quelqu'un à cultiver sur une petite superficie pendant tant d'années en maintenant la production. Prenez la mangue sauvage, l'andok. Quand vous voyez la pâte d'andok,
ça peut faire 3 ans. Et dans les villages, on gratte tout simplement pour épaissir la soupe. Et nous avons fait l'analyse de ces pâtes. Elles restent très nourrissantes au bout de 3 ans de conservation. En 1998, alors, on lance le programme domestication. La domestication vous dit maintenant, quand vous avez un sac de mangue sauvage, les amandes de mangue sauvage, 50 kg, le Gabonais vient acheter à la porte du paysan à 250 000 francs pour un sac de 50 kg. Mais quand vous avez 50 kg de cacao, parfois on vous donne 40 000. Et si on ne vous donne pas 40 000, vous priez pour qu'on vous prenne ça à 30 000. Mais le paysan m'a dit à Ebolova, quand j'ai mon sac d'Andok, je dis c'est 250 000. Si le gars discute, je dis 260 000. Je dis pourquoi? Il dit parce que s'il n'achète pas, je consomme. Alors que quand la voiture passe pour ramasser le cacao et le café, je dois le prier pour qu'il me débarrasse de ce sac. Parce que s'il ne le prend pas, je ne sais pas ce que je dois faire avec. Donc, nous disons que oui à la cacaoculture, oui à la caféiculture. Mais il faut intégrer dans cette cacaoculture ce que nous mangeons. Le premier proposal que j'ai envoyé à l'ODA, le titre était « We can't eat cocoa ». On ne peut pas manger les fèves de cacao. Quand on dit chocolat, il y a des paysans qui peuvent faire 2 mois, 1 an sans manger une tablette de chocolat. Mais la mangue sauvage, c'est tous les jours que nous avons ça dans la soupe. Le jansan, c'est tous les jours. Les safous, c'est tous les jours. Donc, si on fait de la diversification, nos paysans deviendront moins vulnérables. Avec l'Université de Yaoundé 1, nous avons décidé d'ouvrir un institut de sciences environnementales qui va former la nouvelle génération des environnementalistes du bassin du Congo, bref, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette nouvelle génération devra sortir de cet institut basé à Colbison, à Yaoundé, avec une expertise dans l'agroforesterie, une expertise dans les problèmes de changement climatique, une expertise dans l'impact environnemental et une expertise dans la santé environnementale. Les 4 filières, dès qu'elles se développent, elles se mettent en place, nous allons avoir une nouvelle génération d'environnementalistes qui peuvent parler d'égal à égal avec les pays tempérés en ce qui concerne le marché de carbone. Vous savez, nous avons la grâce d'avoir une forêt. Mais très peu de pays ont la forêt. Mais est-ce qu'on tire suffisamment des bénéfices dus à cette forêt? Je dis non. Et nous avons aujourd'hui 36 étudiants qui se sont inscrits, qui viennent de passer un test et ils démarrent le cours le 15 octobre. Et ce qui est très important, quand on analyse le type d'étudiants que nous recevons cette année, c'est leur jeunesse. Quand on vous confie des enfants de 17 ans, 18 ans pour une licence après 3 ans, un master en 5 ans, un doctorat en 10 ans, vous ne pouvez qu'être très fier. Vous avez un enfant qui vous dit j'ai eu mon bac en 2010, 2011 j'ai appris la langue allemande, j'étais sur le point de me rendre en Allemagne pour mes études, mais dès que la faculté est là, j'ai décidé, avec l'accord de mes parents, de faire les études sur place. Le prix que National Geographic nous a donné au mois de juin, en fait, a donné à Zach et à toute l'équipe, il faut reconnaître que Zach ne travaillait pas seul, c'était basé surtout sur les publications scientifiques. Il y a 135 articles scientifiques, d'autres qui sont toujours en train d'être produits. Et en dehors de ça,
Le National Geographic a été très impressionné du fait que la domestication participative a pu, en anglais on dit bien empower, donner la possibilité aux populations locales d'assister et de participer à la gestion de leurs forêts. La deuxième fois que j'ai eu un standing ovation, c'était pendant ce prix où quand on m'a remis le prix, on m'a demandé de faire un petit discours. J'ai reconnu toute l'assistance que j'ai eue de mon staff. Et dans une salle de 500 personnes, qui se mettent debout à applaudir, ça n'a pas de prix. Un, ne pas tricher. Nous avons des jeunes aujourd'hui, quand ils sortent de l'école, ce qui les motive, c'est gérer les budgets. Mais les budgets ne sont pas là pour être volés. Donc il faut absolument travailler profondément, ne pas tricher. Et cette tricherie commence par l'école. Dans la faculté que nous avons créée, nous allons moraliser le staff. Et d'ailleurs, il est clairement précisé que le travail personnel doit prédominer sur les enseignements. Chaque trimestre, l'enfant devra passer au moins 38 heures pour mener sa propre recherche. Donc il faut travailler, ne pas reculer devant l'effort, ne pas accepter la vie facile. Avoir des modèles qu'on copie, les jeunes ne rêvent plus aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette faculté, les professionnels vont venir de temps en temps, les professionnels qu'ils soient de l'ICRAB, qu'ils soient d'autres organisations. Quand ils viennent en visite au Cameroun, ils ont 2 heures pour entretenir les étudiants, leur parler de leur cursus, leur parler de leur travail, créer des émules pour que si ces jeunes ont des exemples à copier, ils peuvent aller très loin. Nous retrouvons le docteur Zach Tchoundje qui vient de nous raconter son parcours. Docteur, merci encore pour votre disponibilité. C'est un plaisir pour moi. Quel enseignement éventuel vous tirez vous-même de ce dense parcours que vous venez de nous raconter? Écoutez, ce dense parcours m'appelle à un peu plus de responsabilité. Qu'est-ce que je veux laisser à la jeune génération? Il y a un adage qui dit que c'est malheureux d'être heureux tout seul. Bon, si on a fait ce que j'ai pu faire, il y a dans tout ça la grâce divine. Et ce qui taraude mon esprit, c'est comment allons-nous faire pour que les autres puissent bénéficier de ces vastes expériences. Pour faire le parcours que vous avez fait, il y a certainement des valeurs qui ont encadré votre vie de manière générale. Quelles sont-elles, si on peut savoir? Je pense que les jeunes devraient anticiper, ils devraient se poser la question: qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Qu'est-ce que je deviens dans 20 ans? Quand on se pose cette interrogation, on se pose cette question, on a le temps de baliser son chemin, on a le temps de tracer sa voie, on a le temps de se réajuster. Mais si on est un peu surpris par le cours des choses, effectivement, on se surprend et puis on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, vous prenez la voie de la formation, mais ce n'est pas en abandonnant votre domaine de prédilection qui reste celui de l'environnement, de la biodiversité, de la conservation, etc. Quels espoirs vous avez? Je prends la voie de la formation parce que je continue à croire que seule une bonne formation fait des bons chercheurs. Et quand on a des bons chercheurs, on peut sortir de l'état où nous sommes. Nous avons énormément de ressources. Nous avons énormément de potentialités. Parce que le gros problème aujourd'hui, les jeunes ont perdu un peu le sens d'orientation. Ils ont cessé de croire en eux. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui croient qu'il faut absolument démarcher pour qu'ils passent le concours dans une grande école. Ce n'est pas vrai. Alors je voudrais vous demander, pour conclure cet entretien, quel message? Alors le message de fond, je voudrais dire que je peux me tromper, mais je crois que sur 20 ans à venir, l'environnement sera quelque chose de très alléchant pour nos pays et pour le globe. Parce que Bill Clinton, qui est mon modèle, hein, je ne vais pas très loin, mais il disait, si vous rêvez d'acheter un avion,
Moi, je rêve d'acheter une bicyclette. Si j'échoue dans mon rêve de bicyclette, qu'est-ce que je deviens? Je vais à pied. Mais si vous échouez dans votre achat d'avion, vous vous rabattez sur la voiture, vous êtes OK. Et surtout, il y a un message très fort qu'il faut envoyer. Les jeunes Camerounais sont très intelligents. Je sais de quoi je parle. Je travaille dans les pays de la sous-région. Je peux mesurer le degré d'éveil, le degré d'intelligence. Les Camerounais, dès qu'on dit Camerounais, il est très intelligent. Et d'ailleurs, il n'y a aucun forum international où vous nous verrez un Camerounais. Il suffit seulement qu'on s'organise et que les parents continuent d'encadrer les enfants jusqu'au bout. Je crois qu'avec ça, on y arrivera. Merci docteur pour votre disponibilité une fois encore et félicitations pour le parcours qui est le vôtre, notamment pour ce prix que vous venez de recevoir de National Geographic. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous taquiner. Quand vous êtes à un endroit comme celui-ci, au milieu de cet environnement, qu'est-ce que vous inspire ce tableau? Écoutez, ce tableau, c'est la seule rare forêt qui existe dans Yaoundé. J'ai eu le privilège d'avoir le délégué du gouvernement quand ce bâtiment était en construction. Il m'a dit, la seule chose que je veux faire pour toi, c'est de protéger ce patrimoine. Je voudrais l'exhorter encore à tenir parole, qu'il protège ce poumon qui permet à tout Yaoundé de bien respirer. Merci, Dr Zach Toundje. Voilà, merci beaucoup. L'équipe de carrière est très heureuse de vous avoir rencontré. Le plaisir est le mien. Merci. Merci beaucoup.